bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ce que fait le thé. Et aujourd'hui, j'ai invité un historien, Michel Cernet, pour nous raconter la cérémonie du thé des samouraïs. Mais avant toute chose, bien sûr, on va boire une tasse de thé. C'est un thé de circonstance avec l'automne et ses premières fraîcheurs pour nous. C'est un thé Liu Bao qui réchauffe le cœur et qui néanmoins nous laisse dynamique. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? Le problème, c'est que les thés d'ici sont toujours délicieux Hmm. et ils sont tous une saveur particulière. C'est comme les grands crus dans les vins. Merci, Sabine. Merci Michel. On a une image forte d'un samouraï sur le point d'aller au combat et il est assis en silence devant un bol fumant. Michel, pourquoi, avant d'aller au combat, versait-on d'abord le thé? Eh bien, on versait le thé, comme disent des auteurs, avant de verser le sang, parce que nous avons toujours la possibilité d'assister à ce genre de cérémonie, puisque Maître Nakane vient du Japon périodiquement à Nice avec l'association Arjinka, et ça se fait dans ce cas-là sur le champ de bataille avec de l'eau froide. C'est-à-dire que le samouraï, à un moment de calme avant la bataille, va, avec la cérémonie du thé, arrêter sa pensée sur chaque geste précis de prendre la cuillère de thé, de nettoyer les ustensiles. Et ce moment de pensée arrêtée, qui est proche de ce qu'on appelle dans le zen le satori, c'est quelque chose dont il va avoir besoin pendant le combat, puisque ce sont essentiellement, évidemment avec une épée, des duels d'homme à homme, et que c'est la précision du geste qui va compter et sa rapidité. Ce qui signifie qu'on ne peut pas se consacrer à avoir une seconde pensée ou avoir des doutes. Voilà à quoi la cérémonie du thé va entraîner notre samouraï, sans compter que la philosophie du samouraï, c'est aussi d'être proche de la mort et que la cérémonie du thé, c'est un moment de silence. Et avant qu'on parle des samouraïs et des shoguns, est-ce que tu peux nous dire, avant d'arriver au Japon, d'où vient le thé et qui l'a apporté au Japon? Alors le thé est découvert en Chine, on a plusieurs légendes en Chine, on a un empereur, etc. Mais surtout, le thé va se développer à travers toute la Chine Hmm. et les premiers moines japonais qui s'intéressent au bouddhisme vont aller en fait en Corée. Donc les moines japonais Hmm. s'intéressent, essayent d'approfondir le bouddhisme Hmm. et ils vont en Chine dans la version du bouddhisme qui est le bouddhisme Chan, qui donnera Zen, c'est-à-dire celle de la méditation. Et dans les monastères chinois, ils vont découvrir que les moines boivent du thé pour se maintenir éveillés, et pas n'importe comment, parce que chacun va pas faire son thé dans son coin. Donc il y a une sorte de rituel, il y a une sorte de liturgie, disons, pour préparer le thé. Et c'est ce qui va être ramené au Japon à l'époque de Charlemagne, vers les années 800, 815, et présenté à l'empereur. Et à partir de là va naître un petit commerce, notamment sous forme de galettes de thé compactées. Donc au départ, le thé, c'était pas du tout une boisson du quotidien, c'est presque une médecine spirituelle, ça? Alors c'est presque une médecine spirituelle puisque les flavonoïdes qui sont dans le thé vont permettre, un peu comme le café, de rester éveillé, parce que les cérémonies dans lesquelles on lit les sutras, etc., c'est un petit peu long Hmm. et surtout répétitif. Et puis d'un autre côté, comme c'est un produit extrêmement rare qui provient du continent, c'est présenté à l'empereur. C'est extrêmement cher et rare, donc pendant longtemps, ça va rester quelque chose de un produit d'importation, puisque c'est seulement 1250, c'est-à-dire 350 ans ou 400 ans après, Hmm. qu'on rapporte des graines. C'est encore des moines, Isai, qui a sa statue d'ailleurs partout au Japon, qui rapporte justement ces graines. Et c'est l'empereur qui va consacrer certaines parcelles à produire du thé localement, et ça va rester évidemment autour de l'empereur, autour du château, de la cour, et ça va être, comme d'habitude dans ces cas-là, imité par les aristocrates, et puis plus tard, ça va être imité aussi par les grands négociants. J'ai une question. Qu'est-ce qui différencie le thé japonais du thé chinois? Alors au départ, rien. À l'époque, hein, bien sûr. Oui, au départ, pas grand-chose. Alors le thé lui-même, c'est à partir
C'est à partir en fait voilà du XIIIe siècle que on développe le sencha, c'est-à-dire le thé en vrac comme on le connaît. Hein. Mais le thé qui est importé des monastères, ça va être, à partir du moment où on peut le produire au Japon, la poudre de feuilles de thé, Mhm. hein, qu'on appelle matcha. Comment le thé est utilisé? Alors on peut le boire, évidemment, un aristocrate peut se le faire préparer n'importe quand, mais on a des réunions de thé qu'on appelle tocha, qui sont presque en fait des concours. Enfin, en Chine, en tout cas, ils avaient organisé des salons dans lesquels les aristocrates devaient reconnaître quelle était la variété de thé. Et puis, si on avait une variété de thé, il fallait reconnaître avec quelle eau on l'avait C'était fait. sous les Song. Voilà, c'était sous les Song, mais c'est ce qui est copié au Japon dans l'aristocratie, puisque les Japonais de l'aristocratie apprennent le chinois de toute façon, et que on va écrire, ça c'est une autre histoire qu'on va pas développer, le japonais avec des idéogrammes chinois, sans s'intéresser vraiment à la signification des idéogrammes, mais pour leur sonorité. Donc le thé sort des temples pour entrer dans la cour des shoguns et des daimyo. Voilà. Il devient un signe de raffinement et de pouvoir, tu m'avais dit, Donc oui, c'est un produit de luxe comme, oui, au départ. comme si nous, on utilise des vins à 1 000 € la bouteille. Et comment le thé a quitté les monastères pour arriver chez les seigneurs de guerre? Tiens. Alors, il a quitté les monastères parce que, tout simplement, les moines le présentent à la cour, le présentent Mhm. à l'empereur. L'empereur va boire du thé et puis on va aussi organiser ces cérémonies. Mhm. Donc, on invite deux, trois personnes et puis peu à peu, ça va se fixer d'une façon différente parce que il faut sortir. On a une situation tout à fait extraordinaire où le bouddhisme a une telle présence que les samouraïs vont faire. C'est-à-dire le moine zen n'est pas forcément comme un moine catholique qui fait vœu de rester moine toute sa vie et d'être chaste et humble et etc. Non, on va faire des retraites au monastère Tiens donc. et à certains moments on va même avoir, c'est plus tard, hein, c'est vers le 1700, 1800, mais on va Mhm. même avoir des monastères qui vont délivrer des certificats de Satori contre monnaie sonnante et trébuchante. Bah, donc c'est-à-dire que dans toute cette Ils sont très, dans- ils sont très business, ces moines, hein. alors, les moines sont très business tellement que durant la période Muromachi, Mhm. qui est une période de combat un peu partout au Japon, on a des monastères qui forment de véritables armées de moines guerriers, Tiens. et dont les ninjas. Tiens. Hein. Et Intéressant. les seigneurs, enfin, les seigneurs qui veulent conquérir un pouvoir central vont être obligés d'écraser ces armées de moines. Mais alors, est-ce que c'était seulement du luxe ou c'est aussi déjà une arme politique? Alors, c'est d'abord pas seulement du luxe, mais à partir du moment où, à partir de 1500, on va avoir alors des gens, des samouraïs, mais ça peut être aussi des négociants qui font des stages quand ils sont jeunes, qui apprennent la cérémonie du thé, qui font des stages dans des monastères et qui vont ramener en fait euh, le concept d'une cérémonie du thé autour des concepts wabi-sabi, c'est-à-dire la Mhm. simplicité, enfin avoir une notion d'un moment éternel dans quelque chose de simple et de modeste, Mhm. comme quelques fleurs au milieu d'un champ de bataille, par exemple. Ça va arrêter la pensée sur quelque Mhm. chose de beau et qui évoque quelque chose, justement, un moment arrêté qui évoque quelque chose d'éternel. Ça va être, alors notamment Rikyū, qui est mort en 1591. Rikyū est quelqu'un comme ça qui va être repéré par un maître de guerre qui est Oda Nobunaga et qui va lui présenter la cérémonie du thé à l'empereur. Wow. Donc, on va vers quelque chose de tout à fait nouveau, en quelque sorte, puisqu'on va couper ça, alors que Rikyū est le fils d'un négociant qui fait de l'import-export avec la Corée, notamment, et la Chine. Ça veut dire que même de riches marchands font des cérémonies du thé, et des cérémonies du thé à la chinoise, souvent, et plus on met de luxe, plus on en met plein les yeux aux gens avec lesquels on va signer des contrats ou avec qui on va marier sa fille, etc. Donc là, il fait une rupture qui est déjà amorcée déjà depuis de longues années, mais très minoritaire. Et là, comme c'est présenté à l'empereur, ça devient quelque chose de très raffiné.
Mm. et de bien vu à la cour, ce qui fait que ça va se capter à partir de la fine pointe supérieure, alors comment dire aujourd'hui, du 1% supérieur, hein, ou du 2% de l'aristocratie. Alors, il s'agit de quelques ustensiles simples. Vraiment, on a ce qui est le minimum pour préparer du thé. Peu à peu, on va avoir une salle de thé dans les palais. Et puis finalement, on va créer une cabane de thé qui ressemble Mm. à une chaumière de paysans ou d'ermites perdus dans la montagne En apparence. en apparence, parce que bon, alors on organise le jardin autour, c'est-à-dire Mm. qu'on a un petit chemin avec des pierres un peu disjointes. On a un endroit où il faut faire les ablutions, et comme ce sont des samouraïs, ben, il y a un auvent, il y a une antichambre, disons, dans laquelle on va déposer ses armes. Et puis, on va passer alors avec Rikyu dans une petite porte qui fait 1 mètre de haut, donc on peut pas rentrer avec le grand sabre. Et à l'intérieur, alors c'est très intéressant parce que le cérémonial qui est dérivé du zen va faire que il y a rien, 4 tatamis et demi, il y a un foyer pour faire Chauffer l'eau. bouillir la bouilloire, hein. Chaque objet devient un objet précieux, c'est-à-dire que chaque objet va avoir un nom, même les bouilloires vont avoir un nom. On a l'histoire d'un samouraï, il y a des estampes qui montrent ça, l'histoire d'un samouraï qui va être vaincu sur le champ de bataille et qui casse sa bouilloire parce qu'il veut pas qu'elle passe entre les mains de l'ennemi. On voit, disons, toute la charge émotionnelle et l'honneur qui est attaché à ces quelques objets. Et la décoration est à son minimum. On a une calligraphie, on a un bouquet et c'est tout. Et puis donc, ben, il y a la place pour 3 ou 4 personnes. Et on va faire tout ça en silence. On va écouter le bruit de l'eau, où Rikyu d'ailleurs dit, lorsqu'on entend l'eau qui se verse, euh, on sent que son âme est lavée de toute sa négativité, de toutes ses souillures. Et surtout dans cette ambiance-là, eh ben, pourquoi on va faire de la diplomatie? Ben, d'abord parce qu'on a mis tout le monde à l'aise, puisqu'on laisse toutes les rancœurs à la porte. Mais d'un autre côté, on voit les mains du maître de thé, on voit les objets qui sont renettoyés symboliquement devant tout le monde, et donc il n'y a pas d'armes et il n'y a pas non plus de poison. On va pouvoir négocier dans un moment de paix. Alors ce moment de paix est arraché au monastère zen. Hein, vous voyez, pas à travers tout un circuit qui passe par l'empereur, l'aristocratie, le raffinement, etc. Et on a, pour ceux qui suivent la série Shogun, qui ont lu le roman, etc., on a dans cette période critique du Japon entre 1580 et 1600, on a le maître de guerre Oda Nobunaga qui va être contraint, attaqué par traîtrise, qui va être contraint de commettre le seppuku, qui a recruté Rikyu, et son principal vassal Toyotomi Hideyoshi va récupérer Rikyu et en faire son maître de thé jusqu'au moment où, on le voit aussi dans l'Antiquité romaine, il va pas être content de Rikyu et il va lui imposer l'idée de commettre le seppuku en 1591. Et donc, on a un film, un roman, Maître de thé, et on a un film qui s'appelle La mort d'un maître de thé, qui nous raconte comment il organise ce dernier thé avec tous les gens qu'il avait formés aussi. Et cette école de Rikyu existe toujours aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est que ces shoguns organisent ces cérémonies du thé comme des sommets diplomatiques. En fait, il y a une idée, à la fois c'est lié à la guerre, mais avant, il y a un espace où on se parle d'une façon... pas on se parle, on se conduit d'une façon civilisée. Avant la guerre, Oui, oui. hein? Est-ce que... Parce qu'il y a ces deux volets de Il la y a, cérémonie du bah, thé. on peut dire il y a 4 volets, c'est-à-dire que bah, n'importe quel aristocrate peut demander à son maître de thé de lui faire une cérémonie du thé avec, pourquoi pas, sa femme et son fils. Hein. Ouais. Bon, de l'autre côté, on le fait pour des cérémonies, on fait des cérémonies pour des moments particuliers, par exemple les accordailles pour Hmm. organiser un mariage arrangé, ou pour signer un contrat, ou un lien d'allégeance qui se... Euh, Au Japon, l'hérédité n'est pas suffisante pour hériter d'un domaine. Hériter d'un domaine doit être confirmé par l'empereur, évidemment avant, ça doit être contresigné par le shogun. Donc, quand cette situation est clarifiée, on peut organiser une cérémonie du thé. Et puis donc aussi, on peut inviter des alliés ou des ennemis. Je pense que actuellement, avec nos histoires de gouvernement et de partis à l'Assemblée nationale, il pourrait se faire des cérémonies du thé pour négocier tranquillement.
Et puis, on peut avoir donc aussi une cérémonie du thé d'urgence, si on peut dire, sur le champ de bataille, puisque toutes ces cérémonies du thé ont pour idée fondamentale d'arrêter la pensée en étant constamment l'attention fixée sur la préparation simplement du thé qu'on va boire en 3 gorgées. Est-ce que tu penses que c'est l'explication pourquoi ces maîtres de thé sont devenus si influents auprès des shoguns? Est-ce que tu penses que c'est cet apport-là? Alors, j'avoue, je ne sais pas à quel point les maîtres de thé sont vraiment influents. Mhm. Dans la mesure où Rikyu, s'il était un peu influent, bah, on l'a envoyé aller s'ouvrir le ventre. Donc, il reste des... Je ne sais pas si c'est contradictoire, hein. Non, bien Peut-être sûr, c'était. bon. Malheureusement, on n'a pas l'explication pourquoi le shogun a ordonné le seppuku à, n'est-ce pas, à Haruko. Il y a plusieurs explications. Moi, j'ai la mienne, Mhm. évidemment. Mais il a sûrement regretté un peu puisqu'il a autorisé ses fils à poursuivre l'enseignement et qu'il a autorisé... Il a dû lui manquer quand même. il a dû dire peut-être je suis allé trop loin. Mais il a été embarqué dans une guerre de conquête. Il a embarqué tout le monde dans une guerre de conquête de Corée Mhm. pour essayer de... Vous savez, en fait, la première croisade, c'est le pape avait purement et simplement déclaré aux nobles, aux guerriers euh, européens, arrêtez de vous battre entre vous et allez plutôt délivrer les lieux saints qui sont aux mains des infidèles. Donc c'était déjà une idée. Je me demande à quel point les jésuites ont raconté cette histoire à Hideyoshi de maintenant que vous avez dominé pratiquement tout le Japon, emmenez tout le monde à l'extérieur et puis comme ça vous allez avoir une idée de Japon unifié et vous allez avoir la paix entre tous ces aristocrates puisque ils n'ont pas les moyens de se battre entre eux et encore moins contre vous puisqu'ils se battront contre les Coréens. Donc c'est une idée personnelle, je ne sais pas si ça fait partie du show aujourd'hui. Mais voilà le thème. C'est Donc une conversation. voilà, le maître de thé, effectivement, de toute façon, il a au moins une vertu, Hmm. c'est que quand on lui demande d'organiser la cérémonie, son maître doit se taire. Oui, mais en fait, c'est une espèce de faire taire l'ego pour plus d'efficacité. C'est dans ce sens-là que le maître se laisse faire. Oui, bien sûr. Oui, voilà, Oui, parce bien que sûr. évidemment, c'est pas un rapport de domination. C'est que ça t'apporte quelque chose qui fait que même tout puissant que tu sois, tu acceptes en fait cet état de fait, Absolument, cette suggestion. absolument, absolument. Mais on est dans des sociétés de caste et de Mhm. serviteurs, donc c'est un petit peu Merlin, pardon, oui, Merlin consulté par Arthur, quoi. C'est C'est-à-dire que que voilà, si on va le chercher, c'est pour lui demander quelque chose et voilà. ton parallèle. Mais Sen Rikyo, il a vraiment marqué l'histoire du Japon. Mais qu'est-ce qu'il a apporté de si radical dans le thé? C'est lui qui a formalisé les choses dans la mesure où déjà avec Oda Nobunaga, il a fait construire le pavillon de thé, enfin, Mhm. la chaumière de thé. Donc il a vraiment fixé des limites, il a laissé des textes. Ces textes, alors vous les trouvez, c'est très difficile, mais vous pouvez les trouver sur Internet, commentés en détail en anglais, bien entendu mais paragraphe par paragraphe. Il a créé un modèle de bol de thé qui Mhm. existe toujours aujourd'hui, un bol de thé cylindrique tout simple noir. Les objets de Rikyu, on en trouve encore dans les musées ou peut-être même dans des ventes aux enchères au Japon. J'aimerais bien aller les voir, hein. Mais alors, concrètement, comment un samouraï utilise la cérémonie du thé avant la bataille? Alors, c'est la cérémonie du thé. Ouais. Alors, la cérémonie du thé, elle a deux noms, hein. Elle a Chanoyu, Mhm. qui veut dire globalement faire chauffer de l'eau pour faire du thé. Mhm. Donc, c'est codifié, donc déjà vers 1500, c'est déjà codifié et c'est transformé par Sen no Rikyu, qui Mhm. en fait, donc, qui a fondé toutes ces écoles. Et d'un autre côté, il y a un autre terme qui est Sado. Et Do, c'est un dérivé du Tao, hein, Mhm. ça veut dire la voie. C'est-à-dire qu'à travers ça, ou Cha, c'est-à-dire Mhm. à travers le thé, on a une voie vers le Satori, vers, alors on va pas dire l'extase, parce que ça viendrait plutôt après, mais en tout cas vers arrêter la pensée et être totalement dans l'instant présent. Et c'est Mhm. un point fondamental chez les bouddhistes, mais c'est devenu aussi un point fondamental chez les japonais, puisque c'est aussi ce qu'on cherche normalement dans le haïku, c'est-à-dire que vous avez observé quelque chose dans le réel qui vous a arrêté la pensée, Mhm. et vous le traduisez dans ce petit poème de 17 syllabes pour l'éternité, puisque Ah, dans ce moment-là, vous avez eu quelque chose d'extraordinaire. ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est à partir de quelque chose
à partir de nos sens. Donc là, c'est à partir de la vue et de quelque chose de à la fois très simple mais aussi très beau que le temps s'arrête. Donc ça m'intéresse particulièrement. Mais qu'est-ce que c'est cette variante sur le champ de bataille avec de l'eau froide? Bah, c'est exactement le même procédé. D'accord. Voilà, c'est exactement le même procédé. Simplement, vous allez battre avec voilà, j'ai oublié le nom, avec le fouet. Vous allez battre la poudre de thé avec de l'eau froide. Comme on le fait avec de l'eau chaude, eh ben, ça devient un deuxième rituel. C'est-à-dire que alors il faut comprendre que à partir des rituels qui étaient les rituels Shinto et toute la codification qu'on a copiée sur la cour chinoise, puisque en Chine, vous avez toute une série de rituels pratiqués par l'empereur, c'est-à-dire que normalement, on ne peut pas commencer à labourer en Chine tant que l'empereur n'a pas fait le rituel d'ouverture de la terre, etc., dans le temple approprié à Pékin, etc. Donc tout ça est extrêmement codifié. Le confucianisme demande de respecter tous ces rites, et si les gens sont bouddhistes, ça ne les empêche pas d'être totalement imprégnés dans la vie quotidienne de tous ces rituels. Et le résultat, c'est que si vous rompez un rituel, pratiquement un sacrilège, quoi. Hein, c'est comme si vous vous mettiez à chanter du Jodassin pendant la cérémonie du 11 novembre. Donc, oui, Et puis c'est même inacceptable. voilà. Donc, il a fallu codifier en disant, bah, on peut le faire avec de l'eau froide. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de méditation guerrière? C'est une sorte de méditation. Alors, guerrière, je vais pas le dire comme ça parce que dans tous les cas, on recherche quelque chose comme la perfection. Mhm. Et en fait, on essaye d'arrêter véritablement la pensée. Alors, ce que j'appelle arrêter la pensée, il faut Ouais. comprendre, c'est que, bah, c'est dans la Bible, hein, Dieu a créé les animaux, et après, Adam leur donne un nom. Mhm. Voilà. C'est-à-dire qu'avant de voir l'animal, vous vous demandez vous-même, mais c'est un loup, c'est un chien, ou c'est, etc. Alors que ce qu'on va chercher à avoir, c'est que l'animal vous saute dessus, d'avoir le bon geste, que ce soit un chien, un loup, un renard, ou une apparition. Donc, il s'agit d'arrêter cette fraction de supprimer cette fraction de seconde, et autrement dit, de laisser le cortex frontal au repos, Mhm. et ça permet d'avoir les réflexes, mais ça permet aussi d'éprouver totalement l'instant. Mhm. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où on a ça, c'est sur le système nerveux central, et on est complètement dans l'instant. Il y a une forme peut-être d'équilibre qui est là, parce que si vous regardez les animaux, ils sont tout le temps en équilibre, ils sont pas en train de se demander est-ce que j'ai bien fait de bouffer le lapin. Non. Ils n'ont pas un mental qui court comme, comme un rat dans sa roue. Voilà. Mais est-ce qu'on peut dire que boire du thé, c'est une façon avant une bataille, c'était une façon d'apprivoiser la mort? Est-ce que ça pourrait? Alors, c'est pas tellement peut-être le boire, mais en fait, la cérémonie, c'est la préparation. Hmm. C'est la préparation et qui prend du temps, puisque chaque geste est accompli avec une certaine lenteur, dans une sorte de perfection. C'est-à-dire qu'on ne bat pas la poudre de thé n'importe comment. On le Hmm. fait en forme de 8, hein, Ou de euh, W. ou de W. Hmm. Euh, et on doit obtenir la mousse Qui va bien. qui convient. Si on l'a à moitié, on a raté. Bon, donc chaque geste est un moment arrêté, suspendu en soi. Et donc, Michel, quelle est la fonction psychologique, là ça m'intéresse, de la lenteur pour un homme qui va risquer sa vie? Quel est son apport? alors la lenteur, c'est ce que nous on va appeler la lenteur. Mais en fait, c'est un geste qui est codifié et qui doit être fait avec selon les règles. Voilà. Donc, par exemple, on va prendre la boîte à thé et avec un chiffon, bah, alors on a plusieurs chiffons, hein, et avec le chiffon qu'on a à la ceinture, on va nettoyer d'une certaine façon la boîte de thé de trois ou quatre mouvements. Donc, en fait, elle est déjà propre, hein. Mhm. Alors c'est aussi une marque de respect à l'objet. Donc on va pas juste boire un thé comme on irait au McDo. On va respecter le thé, on respecte la boîte de thé elle-même qui n'est pas n'importe laquelle, qui n'a pas n'importe quelle forme, et éventuellement qui a son nom parce qu'on l'a hérité de son père ou qu'on l'a obtenu de telle ou telle façon. Simplement nettoyer la boîte de thé avant de l'ouvrir et déjà à un moment arrêter. Donc c'est une succession de gestes qui à chaque fois vont arrêter la pensée parce que
on a convoqué le maître de thé pour ça. Tu demandais, c'était une préparation à la mort. Hmm. C'est que si vous êtes totalement, alors je suis désolé pour les gens qui écoutent, mais si vous êtes totalement dans l'instant, il y a une sorte de plénitude qui fait que, bon, vous pouvez arrêter le monde, là je suis bien. Ah, j'aime beaucoup cette idée dans le chaos. Nous, Voilà. on est... Tout le monde est une illusion. Alors, on va dire dans le zen, c'est la nature de Bouddha, et en fait, Hmm. le monde n'existe que parce qu'on a dit que ça c'est un arbre et ça c'est une chaise. Mais en fait, si on va chercher l'essence de cette chose-là, tout est la nature de Bouddha. Et donc, au bout du compte, au moment où c'est comme un interrupteur, on arrête l'illusion et c'est fini. Donc, chaque fois qu'on va avoir une pensée véritablement oubliée et qu'on est simplement dans la conscience de l'instant, alors c'est vraiment une conscience de l'instant, on peut supprimer le reste. Alors, ce silence du thé, on peut dire qu'il a la même force que le bruit des tambours de guerre. Dans la mesure où le bruit des tambours de guerre vous brouille totalement la perception, oui. Michel, pourquoi ce paradoxe? Comment le Japon a en quelque sorte réuni le raffinement extrême du thé et la brutalité des champs de bataille? Ça, c'est quand même étonnant. Alors c'est étonnant. Il faut dire qu'en Chine, le bouddhisme est passé au second plan. C'est-à-dire que dans les dynasties, alors les usurpations de dynasties en Chine, se sont toutes réappropriées le confucianisme ou le néo-confucianisme, c'est-à-dire la conformité aux rites. Alors c'était des usurpateurs, mais ils voulaient continuer les rites des dynasties précédentes. Et le Japon, lui, est beaucoup plus marqué par le bouddhisme, et notamment Hmm. le bouddhisme zen, qui a plusieurs variantes, mais l'essentiel du bouddhisme zen, c'est quand même de parler de la méditation. Le sommet du raffinement dans l'aristocratie, c'est la méditation. Donc on va avoir cette situation particulière que le sommet de l'aristocratie, ce sont des guerriers, et le sommet du raffinement, c'est de faire des choses qui correspondraient à la méditation. Et faute de faire une vraie méditation, quitte à aller dans un monastère, dans une retraite, il faut savoir que même les empereurs, parfois, alors les empereurs, quand il y aura les shoguns, ils ont plus qu'un rôle, en fait, c'est un peu comme le pape, quoi. C'est-à-dire, ils ont un rôle plutôt rituel, et puis ils doivent signer. Mais certains empereurs préfèrent se retirer dans un monastère et passer les 20 dernières années de leur vie dans un monastère. Hmm. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche l'aristocratie. Donc, aristocratie égale guerrier, aristocratie égale raffinement de style bouddhiste. Donc je pense que c'est suffisant pour expliquer ça, avec cette notion qui a traversé tout le Japon et qui est toujours présente actuellement, du raffinement et de la perfection dans l'objet. Donc, si on revient à l'image initiale, hein, le samouraï boit son bol de thé en silence. Il pose le bol et il se lève. Le combat peut commencer. Avant le sabre, il y avait le thé. Avant le sabre, il y avait le thé, absolument, mais chez tous les samouraïs. Et donc, comme le Japon va se refermer comme une coquille à Hmm. partir de 1600, là, la cérémonie du thé va évoluer en quelque chose de purement zen, si on peut dire, d'intention, puisqu'il n'y a plus de combat entre de 1600 à 1867. Il n'y a, à part quelques insurrections paysannes, tout à fait justifiées d'ailleurs, mais enfin, il n'y a pratiquement plus de combat de type féodal à l'intérieur du Japon, ce qui est une situation totalement unique dans le monde. Et le thé dans le Japon féodal, c'est pas une distraction, hein, c'est pas Non. anodin, c'est un peu comme une, entre guillemets, une arme intérieure. C'est ça, puisque c'était une distraction en Chine, parce que c'était des concours dans lesquels on pouvait même gagner quelque chose. Hmm. Et c'est ce qui avait été importé au Japon avec une mode en fait tellement importante vers 1500 que Rikyū par exemple peut dire tous les traités sur le thé que vous avez vus, vous pouvez les brûler ou vous en servir pour nettoyer par terre parce que c'était des prétendument être des secrets de raffinement, de cérémonie, mais de cérémonie chez les bourgeois. Pour rompre avec ça, le style wabi-sabi, le style de la beauté, l'éternité dans la simplicité, et la notion aussi, j'ai pas développé ça, mais dans la cérémonie du thé et dans le style wabi-sabi qu'on trouve donc dans le haïku, dans aussi le design et puis dans la cérémonie du thé, Hmm. il y a une notion d'éphémère. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez, tout ce que vous vivez est juste dans l'instant
et l'instant suivant, ça aura disparu, vous n'aurez plus que la nostalgie, à moins que tout se dissolve un jour. Donc, Au-delà de la nostalgie, c'est aussi la notion d'instant présent, c'est-à-dire ce qu'on oui, vit, on ne le ça, revivra pas on l'instant ne le d'après. revivra pas. C'est une seule fois dans sa vie, chaque seconde. Voilà, ce raffinement-là va devenir la marque distinctive de l'aristocratie. On pourrait faire le parallèle, évidemment, que nous n'allons plus au champ de bataille maintenant, mais d'une certaine manière, il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation. Il n'y a qu'à voir comment on scrolle sur les écrans. Je ne sais pas si tu scrolles sur tes écrans, toi aussi. Ah, scroller, ben, on est obligé de scroller Oui. au lieu de tourner les pages. C'est un peu comme des sables mouvants, c'est-à-dire qu'une fois qu'on rentre là-dedans, c'est difficile de s'en sortir. Et en fait, c'est comme si boire du thé et cultiver cette présence, ça nous permettait d'avoir un contrepoids à cette, comment dire, je sais pas si on peut dire enlisement, enfin, cet évanouissement de, de notre présence, voilà. Alors, je pense que c'est en marketing, Ouais, hein, où ils ont une formule du genre tout notre travail consiste à capter l'attention des gens. oui, C'est c'est pas le dit comme marché de ça, mais l'attention. c'est à peu près C'est le ça. marché C'est de le marché de l'attention. l'attention. Hmm. Donc tout ce qu'on a sur Internet, parce que Internet est gratuit, alors comme vous savez, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Tout l'Internet est destiné à attirer votre attention et à prendre donc vos données personnelles et vos préférences, etc., pour arriver à vous fourguer de la publicité. Bon, il faut éteindre les écrans et allumer la théière, hein, enfin la bouilloire. Voilà. Et donc le samouraï qui boit lentement. En fait, c'est le parallèle qu'on peut faire. Ce qu'on peut ramener de cette pratique, c'est de dire le thé nous aide à éteindre l'écran un petit moment. Ah ben, j'étais en train de m'imaginer, Ouais, avec ta question, que si je prépare du thé ouais. tout en scrollant, Ah oui, c'est pas du tout la bonne. quand je vais boire mon thé, à moins que j'ai un thé extrêmement amer ou extrêmement sucré, etc., je vais boire ça comme je boirais autre chose, et je ne vais pas me souvenir de ce que j'ai fait pour préparer le thé. Donc, il faut véritablement, mais ça c'est toute la société contemporaine, il faut savoir ce qu'on fait de son attention. Les gens sont là, en fait, qui est-ce qui capte votre attention? Disons, oublions qu'on est en 2025. Hmm. Hein. Quels sont en général le type de gens quel est en général le type de gens qui a besoin de capter l'attention de quelqu'un pour en obtenir un gain? Ceux qui Alors, ont c'est fait- pas un métier, c'est les escrocs. Les Je escrocs. savais pas que ça allait nous mener là, cette conversation sur Eh, le thé. non, moi non plus, mais c'est grâce à tes questions, mais les escrocs, les pickpockets, les voleurs, etc., vivent sur le fait qu'ils ont attiré votre attention, pendant ce temps-là, ils font autre chose avec, Hmm. hein, pour eux. Parce que eux, leur attention, elle est bien cadrée, hein, et leur procédé, il est bien Hyper organisé. concentré, eux. Voilà. Donc, quand on avait sur cette estampe Rikyū lui-même en train de préparer une cérémonie du thé pour les trois protagonistes de Shogun, là, c'est-à-dire Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu, qui est celui qui va fonder le shogunat après pour 2 siècles et demi, on peut imaginer avec leurs armes dehors qui sont tous gentiment en silence, en train d'attendre qu'on leur donne leur bol de thé, Hmm. que d'ailleurs le bol de thé, il faut tourner parce que normalement il y a un motif, etc. Il faut le présenter à son hôte. Voilà. Et donc dans toute cette cérémonie, on n'en a pas parlé, mais il y a quand même une forme de respect aussi de l'hôte. Oui. Il y a l'amphitryon et puis il y a les hôtes et l'invité principal en rentre en premier et puis est servi en premier, etc. Et puis on se dit merci. Bon, enfin, il y a toute une série de choses qu'on a évidemment on n'a pas évoquées sur la cérémonie du thé. Mais le samouraï sur le champ de bataille, j'ai pas dit, il peut faire sa cérémonie tout seul. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, j'aime beaucoup dans un des films où il y a la cérémonie du thé avant un combat. Et en fait, les deux protagonistes, ils boivent le thé ensemble avec énormément de respect pour arriver jusque-là, être l'un en face de l'autre, il y a toute une histoire. Et donc, en fait, ils reconnaissent l'histoire pour arriver sur ce champ de bataille. C'est intéressant de cette histoire de respect avant de se combattre. Alors c'est ce qu'on a dans les arts martiaux. Ok, Alors je vais mettre un bémol. vas-y, Euh, raconte.
Bien sûr, moi, c'est de la théorie, hein, sur papier. Oui, mais là aussi, c'est de la théorie, mais enfin, c'est pas la mienne, mais c'est qu'à partir de 1600, en chiffre rond, hein, mais entre 1600 et 1615, non seulement il y aura plus de guerre interne au Japon, mais même les duels vont être interdits. Et pourtant, tous les aristocrates sont obligés, par décret shogunal, d'être experts en arts martiaux. Hmm. Donc, on a peut-être revisité les histoires dans la littérature, dans le cinéma, on a peut-être revisité les histoires de combat du 14e, 15e, 16e siècle, à la lumière des rituels qu'on connaît depuis 300 ans maintenant. Mhm. Donc, voilà, c'est peut-être la théorie des rituels tels qu'on les a pratiqués, disons, ces derniers siècles, qui est plaquée sur la façon dont les gens se comportaient, alors que il y a quand même pas mal de textes du 14e, 15e siècle décrivant les samouraïs comme des rustres qui sont prêts à n'importe quoi et qui en plus font attention à ce qu'ils aient deux ou trois personnages qui observent leur combat, parce que ce sont des duels, pour pouvoir, s'ils ont gagné, raconter leurs exploits, leurs prouesses. Et puis, d'après leurs prouesses, peut-être que l'empereur, donc avant 1600, va leur donner une terre plus importante à gérer comme fief. Donc, il y a toute une compétition sur la renommée. Alors, pourquoi? Tiens donc, ça, c'est quand même terriblement moderne. Oui, effectivement. Oui. Alors, pourquoi? Eh bien, c'est parce que la notion bourgeoise de propriété n'existe pas au Japon, mais même l'hérédité des fiefs, comme nous on la connaît France. en France, je sais pas, sous Philippe le Bel, François Ier, etc., n'est pas établie. Ce sont toujours des terres qui sont ratifiées par l'empereur. Par exemple, en 1600, les Tokugawa vont pratiquement confisquer toutes les terres de ceux qui étaient contre eux. Ils vont les répartir deux fois entre leurs alliés. C'est la réputation qui compte plus pour être bien en cours. Et donc cette réputation sur le champ de bataille plutôt que la richesse personnelle. Mais alors moi j'ai une question maintenant. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont interdit les duels, finalement, ces samouraïs, entre guillemets, ils sont au chômage. Voilà. Alors il y a tout Que un deviennent ces samouraïs? Voilà, il y a tout un bouquin qui a été fait, alors j'ai pas rapporté la référence, sur le fait de savoir si c'est une escroquerie sociologique ou si c'est de la paranoïa ou de la schizophrénie, etc. En fait, le shogun a très bien manœuvré la chose, c'était les shoguns, mais tout ça c'est dans un laps de temps de 1600 à 1650, Hmm. c'est-à-dire que pour être aristocrate, faut être expert en arts martiaux, Mhm. mais aussi en littérature, à la mode chinoise où on faisait des Oui. concours pour les mandarins. Sauf que c'est pas des mandarins qui vont occuper les fonctions publiques, mais ce sont les aristocrates. Ils vont remplir toutes les fonctions de l'État, de gouverneur, etc., etc., aussi bien l'intendance. Tous portent le sabre. Et tous gardent quand même un droit, c'est que s'ils passent sur un chemin et qu'il y a un paysan qui refuse de leur laisser le passage, ils ont le droit de lui couper la tête, jusque vers 1840. Finalement, cette fonction de la cérémonie du thé, une fois que les samouraïs disparaissent, enfin que leur fonction disparaît, est-ce que elle a perduré? Alors, oui, elle a perduré Hmm. parce que c'est pas parce qu'on ne peut plus se battre sur le champ de bataille Hmm. entre fiefs Oui. que on n'a pas, comme à la cour de Louis XV, d'immenses rivalités entre les grandes familles. Oui. Donc, tout ce qui va être lutte d'influence, tout ce qui va être lutte de prestige, tout ce qui va être politique matrimoniale, tout ce qui va être... Alors, on peut aussi, j'ai parlé de la question de la propriété, mais un noble, quel qu'il soit, peut toujours décider de transmettre son fief à un personnage qu'il a adopté. Hmm. Hein, c'est-à-dire qu'il peut avoir trois fils et il va quand même transmettre son fief au cousin ou au neveu, et ça doit être ratifié par l'empereur. Donc, et par le shogun. Et donc tout ça fait l'objet de rivalité et de haine, comme je dis, comme dans les histoires de la cour de Versailles. Et donc là aussi, on va avoir besoin de cérémonies du thé pour se calmer.
Et donc, dans le Japon des samouraïs, en fait, le thé, c'était pas une pause, tu vois, c'est pas genre, tiens, on fait une pause. C'est un champ de bataille invisible dans sa tête. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, avec ces écrans qui nous prennent toute notre attention, qu'en fait, c'est ce même phénomène qui peut être, comment dire, convoqué pour nous aider à lutter contre ce bruit-là. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un choix, hein. Mmh, C'est un choix qu'il faut faire pour alors qu'est-ce qu'on dit maintenant, se déconnecter, se désintoxiquer. mmh. euh, et pratiquement, on a déjà des cliniques pour se désintoxiquer. En fait, le rituel de thé, pas forcément à la japonaise, mais dans l'idée, c'est que le thé nous aide installer ce silence qui est difficile dans nos vies modernes. Parce que c'est pas uniquement un sujet qu'on a pris parce qu'il nous intéresse au niveau historique et moi au niveau du sujet, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant? Est-ce qu'on peut aller chercher toutes les vertus qu'on peut voir dans l'histoire, hein, et là, il n'y a aucune supposition, ça a été éprouvé, cette vertu du thé. Et donc, comment ça se fait que le thé est toujours là dans nos vies? Voilà, Alors le et thé, le thé est toujours là parce que c'est un petit peu des excitants, hein. Euh, beaucoup. si on en prend à certaines heures, on s'endort pas le soir. Ça dépend des rythmes biologiques de chacun. Mais tu me conduis à connecter deux neurones, c'est-à-dire que si on achète du thé en vrac et si on prépare le thé en ne faisant que ça, Oui, c'est-à-dire quand on prépare le thé, on dis-moi. prépare le thé, hein. Et ensuite, quand on boit le thé, on savoure la saveur du thé, hein. On est dans l'instant, Oui. hein. Et donc, c'est exactement l'inverse du café ou du thé instantané. Hmm. Et C'est-à-dire que là encore, on vous a volé l'instant. C'est le commerce on qui vous retrouve le la prépare. vertu de cette cérémonie du thé avant un combat. On retrouve cette vertu-là. Ah, on peut très bien, On pourrait. on pourrait très bien, effectivement, quand les gens disent qu'ils sont stressés et qu'ils vont à un examen et qu'ils sont stressés ou qu'ils vont à un entretien d'embauche, Hmm. etc., on peut très bien leur conseiller. Alors, on va leur conseiller de respirer, etc., etc., mais on peut parfaitement se dire, mais il faut avoir, alors tu vas nous dire combien de temps? Il faut se réserver un moment où on va se préparer du thé et on ne va faire que ça. Ça m'est arrivé dans des concours de prise de parole en public, avec tout le tract que l'on vit avant, Hmm. de servir du thé à mes proches et à moi, ceux qui allaient passer sur scène, et Et à moi-même. tu préparais le thé devant eux. Quand Alors, tu dis servir du thé. je préparais du thé et pour moi et pour les autres, Oui, mais devant eux. Ou tu servais juste le thé après. non, pas après, avant la compétition, je servais du thé pour nous calmer, nous ressourcer et nous faire oublier la pression qu'il y avait Voilà. au concours. Pourquoi tu dis après? Que les gens te regardent préparer le thé ou est-ce que tu leur as juste apporté l'étape? Bah, en fait, à la base, moi, je le faisais pour moi. Et après, je partage une tasse de thé beaucoup plus Ah, simplement que d'accord, ça, si tu voilà. veux. C'est pas dans le sens cérémonial du Japon où tout est Ah très ben, sans codifié. aller jusqu'au cérémonial. Ouais. C'est juste, moi, je sers du mieux que je peux pour moi, Hmm. pour me, comment dire, pour me capter dans le moment présent et oublier le après, avant et tous les enjeux. Alors, l'intérêt de la cérémonie du thé, Hum, telle qu'elle est faite au Japon, c'est que tout est codifié. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, poser les petites cuillères de thé dans le bol. mhm, Vous savez comment. Vous avez appris. Il y a des écoles de thé dans tous les quartiers du Japon. mhm. Voilà. C'est vrai. Et les gens payent. Si vous faites votre thé à votre mode chez vous, Hum, vous allez vous rendre compte que à chaque moment, vous êtes en train de vous dire, je vais le faire comment? Bon, j'ai acheté une cuillère en bois, d'accord, par exemple, hein, supposons ça. Mais alors, le thé, je le prends, je le mets déjà dans la tasse dans la cuisine, ou bien alors j'apporte la boîte de thé à mon bureau. Ensuite, le thé, je fais comme ça, ou bien alors, voilà. Donc, quand c'est ritualisé, vous le savez par cœur, vous hum. le faites, en fait, si Ça vous le savez par cœur, chorégraphie de l'attention. voilà, paradoxalement, le Hum, fait d'avoir appris par cœur vous permet la spontanéité. mhm. Ben, c'est comme les arts martiaux, vous répétez un geste pour couper l'adversaire en deux, et après vous le faites quand vous avez besoin, sans avoir besoin d'y réfléchir. Est-ce que je vais y arriver? Vous savez que ça peut marcher.
les samouraïs s'entraînaient sur des condamnés à mort, hein, aussi. Ou sur des cochons, ou sur des chiens. Bon, je... Parce que Michel, si on lance sur le sujet, il nous ramène plein de faits historiques, parce que quand il fait quand il travaille sur un sujet ou sur une conférence, après, il cherche, comme tout Mais de bon historien. oui, c'est-à-dire que c'est pas dans ma tête à moi, c'est pas une collection d'anecdotes, c'est parce que il y a véritablement un axe au Japon qui est centré sur la perfection. Justement, avec l'arrivée du shogunat, les samouraïs ne pouvaient plus être au service d'un maître de guerre, hein, Mhm, d'un guerrier, d'un seigneur de guerre, très exactement. Et ils ne pouvaient pas, non, mais ils étaient cependant forcés de continuer les arts martiaux. Donc, qui est le vainqueur dans les arts martiaux quand vous combattez avec un sabre sans fil, hein, mhm, ou avec un sabre en bois, ou bien même avec voilà, le nom va échapper, le Iyai, sans sabre, mhm, c'est-à-dire vous avez juste la position des mains, mhm. et le maître du dojo va dire qui a gagné sur l'autre sur un combat invisible. Donc, tout est dans la perfection. Et cette perfection, on la retrouve partout. C'est pour ça que je mets en connexion le haïku. Bon, je vais pas parler du design, mais on pourrait parler Ou du d'autres choses. papier, ou Le de papier, l'artisanat. exactement. Mais le thé est resté comme faisant partie comment dire, d'une de ces pratiques qui amènent à la perfection du moment, Absolument. hein. Absolument. Donc, cette notion de perfection continue d'exister. Ouais. Quel que soit, en fait, bon, là, on parle du Japon, mais en Chine, c'est pareil, moins ritualisé, comment dire, dans les gestes. En revanche, ce qui va être jugé, c'est la qualité du thé dans ta tasse. Et donc ça demande des Voilà, années. d'où les concours de thé. qui, je dis pas qu'ils existent toujours ces concours de thé, mais dans la préparation du thé, si tu te sens bien, c'est que la personne, elle te l'a préparé avec cœur et avec attention et présence. Et donc, évidemment qu'elle n'a pas scrollé pour te servir du thé. Voilà. Donc, c'était tout l'enjeu de cette conversation, c'est d'essayer de vous montrer comment le thé l'histoire du thé au Japon, tout ce qu'il a apporté et comment nous, maintenant, on peut continuer à s'en servir. Merci Michel pour cette conversation. Eh ben, merci de m'avoir invité. Bon courage pour le montage. Et pour toute question, vous pouvez nous les poser en commentaire et je les ferai remonter à Michel, qui nous fera un plaisir de nous répondre. Absolument. Cet épisode sur les cérémonies du thé des samouraïs se termine. Michel et moi, nous espérons qu'il vous aura plu. Ne partez pas tout de suite. Likez et partagez comme ça vous chante. À bientôt pour le prochain épisode du podcast Ce que fait le thé.